C'est clair que en ce moment, il y a un clivage, il y a de l'antagonisme dans la société. L'émergence et puis le développement des médias sociaux, moi, je me dis, bon, ça a du bon, puis il y a des côtés qui sont très, très négatifs en ce moment. Je vous disais, moi, je crois à ça, la pluralité d'informations. Donc, le fait que les gens s'informent, s'abreuvent à toutes sortes de sources, tant mieux. A priori, tant mieux sur papier, tout ça. Là où ça commence à poser problème, c'est sur la véracité des informations. Ouais. Puis je m'explique très brièvement, c'est que et je dis pas que ce qui fait ces médias sociaux, c'est automatiquement mauvais, pas du tout. Mais c'est au niveau de l'encadrement et tout ça. On est sujet, nous, à... D'abord, il faut respecter un cadre d'éthique journalistique. Il n'y a pas d'informations qui sont diffusées en principe s'il n'y a pas corroboration de deux sources indépendantes l'une de l'autre. Alors, nommez-moi des gens sur les médias sociaux qui disent n'importe quoi, qui répondent à ces critères-là. Deuxièmement, il y a la loi, il y a le code criminel, sur la loi sur la diffamation, par exemple, le libelle diffamatoire et tout ça, qui est un garde-fou également pour les grands médias et auquel nous, on est assujettis, évidemment. Si on fait un dérapage absolu sur quelqu'un, ce qui va détruire la réputation de quelqu'un, il y a de lourdes conséquences à la suite. Ce qui commence un peu dans les médias sociaux. Fait que, bref, pour revenir à ta question, Georges, c'est que il y a un côté dangereux en ce moment, c'est que, faisons une image, un côté Far West. Dans le Far West, là, quand il n'y a pas un shérif qui est capable d'appliquer un minimum de règlements pour l'ensemble de la société, c'est un problème. Puis, il y a un peu ça en ce moment. Sur la réputation des médias, ben, évidemment, ça nourrit certaines gens qui s'abreuvent de ça et entretiennent ça, la haine des médias traditionnels pour des fins politiques et tout ça. Notre responsabilité à nous, c'est, je dirais qu'elle est accrue à quelque part, c'est d'être rigoureux. C'est de faire notre travail. Puis quand on dit quelque chose, mais là, évidemment, des émissions, tu sais, l'ajoute, c'est de l'opinion, mais quand on parle de bulletins de nouvelles et tout ça, ou encore même à l'ajoute au bilan, qu'on arrive avec une affirmation, il faut que ça soit rigoureusement vérifié et tout ça. Mais la responsabilité est assez lourde en ce moment. Mais tu sais, je sais que je ne convaincrai jamais les gens qui estiment que les grands médias sont des méchants et tout ça. C'est leur liberté à eux et qu'ils l'assument. Qu'ils l'assument. Mais alors, tu vois, il y a une chose là qu'on voit et qui fait beaucoup la différence entre les médias traditionnels et les médias, disons, sociaux, les podcasts comme le nôtre, etc. Alors, je te donne un exemple. Lorsque j'aborde certains politiciens pour venir ici à notre podcast, je leur dis souvent, l'avantage du podcast, c'est que vous avez le temps d'aller au bout de votre idée et d'être le plus précis possible, d'être le plus nuancé possible, parce qu'il y a une absence de nuance aujourd'hui en politique, c'est quelque chose de... Quoique j'ai cru comprendre que récemment, votre podcast a fait des vagues. Je dis ça comme ça allait. Oui, mais bon, très honnêtement, c'était certainement... Pour des clips en particulier. Oui, c'était hors de notre contrôle et certainement hors de notre volonté. Ça nous arrive à nous aussi. Oui, absolument. Mais tout ça pour dire que excuse-moi l'anglicisme là, mais le beat des médias, ben, on est plus dans la clip du politicien en 10 secondes qui doit essayer de résumer une pensée complexe. Alors que, par exemple, sur un format comme le nôtre, ben, ils ont la possibilité d'aller beaucoup plus loin. Donc, admettons une position, je ne sais pas, j'en prends une au hasard, là, une position anti-immigration. Ben, en 10 secondes, ben, ça peut paraître très problématique, mais quand c'est expliqué avec toutes les nuances qu'il y a, ben, les gens peuvent davantage y adhérer, ou l'inverse. Hein, j'ai pris celle-là, ça pourrait être n'importe laquelle. Là. Donc... est-ce que, justement, c'est pas là un petit peu l'espèce de... Je vais pas dire compétition, parce qu'il n'y a pas de compétition. Hein, nous, en plus, on est bénévoles. Là, c'est pas, y a pas de... Mais je veux dire, c'est quoi la compétition entre disons, les podcasts, les médias sociaux, etc., versus un média plus établi, traditionnel, etc.?
Compétition. Le mot est fort. Je sais pas tort, la compétition. Je ne veux pas m'arrêter là-dessus, mais moi, je vois pas ça comme ça. C'est un complément. Et puis, un peu comme, prenons juste l'optique des médias traditionnels. Il y avait des bulletins de nouvelles, il y avait des émissions d'affaires publiques, et il y a des documentaires. Alors, ça s'ajoute, le podcast, et la disponibilité, le besoin des gens. Moi, je le sens. Les gens veulent prendre plus de temps pour... Pas tout le monde, mais plus de gens pour comprendre plus en profondeur des situations et tout ça. Puis c'est parfait. Ça ajoute, je disais tout à l'heure, à l'offre qui est faite aux gens pour qui vont s'abreuver à toutes sortes de sources pour se faire une opinion. Mais ça existe dans les médias traditionnels aussi. Je prends un exemple, par exemple, à LCN, l'émission Contexte de la tendresse à 20h le soir, qui a un grand succès, puis qui aborde des sujets internationaux, des nouvelles internationales, et puis qui est nouveau qu'on met ça de l'avant à LCN, puis qui a un très, très bon succès d'écoute. Donc, ça répond à un besoin, comme vous, avec votre podcast, vous répondez aussi à un autre besoin. Les gens nous écoutent peut-être en roulant en voiture ou peu importe, en faisant autre chose, puis c'est agréable. Tu amènes du contenu et tout ça, mais moi, je trouve ça super. Là, ça fait partie du positif dans le développement de l'offre qui est faite, au fond, aux gens en ce moment. Mais en même temps, c'est un défi pour nous autres. Les médias traditionnels, le défi, on le voit, l'écroulement du modèle d'affaires des diffuseurs généralistes est assez inquiétant. Nous, par exemple, moi, je suis à LCN, là, on répond à un besoin. C'est un créneau. Oui. Là, tu te rends compte que l'évolution des choses fait en sorte que, l'ajoute à une émission, puis je le dis en toute humilité, puis je suis tellement, je ne veux pas dire surpris, mais tellement ravi de ça. L'ajoute a un succès d'écoute qui est exceptionnel. Mm-hmm. Exceptionnel. On m'a dit, moi, que parfois, l'ajoute à 16h à LCN, avec 1 million d'abonnés au Québec seulement, a plus d'écoute que le bulletin national de CBC. Alors, je me dis, à quelque part, ce que les médias font, c'est pas mauvais, là. On répond à un besoin. Puis, justement, on prend 1 heure de temps pour parler politique, nous autres, puis les gens en veulent. Les médias traditionnels sont confrontés à un grand, grand défi. Une révolution, c'est pas une évolution, c'est une révolution qui est en cours en ce moment. L'écroulement des modèles d'affaires tels qu'on les connaît. Et c'est là où il y a des créneaux pour les chaînes spécialisées en information. La façon de faire de l'information a beaucoup évolué. C'est plus la même chose. Moi, quand j'ai commencé en télévision, j'ai commencé en radio là, initialement. Ensuite, en télévision, en 92, en l'occurrence, à TVA, il y avait encore, RDI existait, le CN n'existait pas encore. Et puis, pour nous, il y avait 2 rendez-vous, enfin 3, là, mais essentiellement 2. Le bulletin de nouvelles de 18 h, puis celui de 22 h le soir. Ouais. Et les gens étaient captifs. Mais vous rendez-vous compte, ça ne fait pas un siècle de ça. Là. Non. 1992. Ça fait 30 ans, 32 ans. Oui, c'est ça. Alors donc, ça s'est accéléré, l'éclatement à la fois des modèles d'affaires et la façon de faire de l'information. Maintenant, à l'époque, puis moi, quand je suis arrivé en 92 à la Colline, je vais vous raconter une petite anecdote à Québec, à l'Assemblée nationale. Non, la première fois que je suis arrivé, c'était en 84 pour CJMS, pour Radio Mutuelle. René Lévesque est au pouvoir. Moi, j'ai eu le privilège de couvrir René Lévesque. Quand j'ai commencé à la Colline, c'est quelque chose. Les cheveux blancs, il faut que ça donne quelque chose. C'en est une. C'en est une. Puis, alors, c'était l'époque où... puis là, on venait juste de passer, technologiquement parlant, du film aux vidéos. Mais 10 ans avant, c'était encore du film. Ça veut dire qu'il se passait un événement à 14 h l'après-midi. Bien là, c'était au film. Il fallait que le film parte au laboratoire, se faire développer. Et ensuite, il y avait un montage qui était fait avec des ciseaux. Puis tout ça. Alors, le journaliste, là, quelque part, il avait fini tôt. Là. Il avait fini tôt. Aujourd'hui, ça n'arrête pas. Elle n'arrête pas. Puis, je parlais de révolution. Là. Robert Bourassa, que j'ai couvert après René Lévesque, disait, lui, il n'y a rien de plus vieux qu'une nouvelle de la veille. Oui. Quand ça allait mal, puis sa gang commençait à paniquer. Puis il n'y avait pas de réseaux sociaux encore. C'est ça. Il n'y avait rien, il y a rien de plus vieux qu'une nouvelle de la veille. Aujourd'hui, il faudrait dire, il n'y a rien de plus vieux qu'une nouvelle de l'heure précédente. Exactement. C'est ça. Ça s'est passé en 30 ans. C'est ça.